On va passer directement à la communication du professeur Amalo, qui est chef service de neurologie CHU de Blida. Elle va présenter comment connaître les signes d'alerte d'un AVC, diagnostic et prise en charge. Merci. Ma communication, je sais pas. Alors bonjour tout le monde. Je tiens à remercier le comité d'organisation de m'avoir invité aujourd'hui. C'est toujours un plaisir. C'est avec un grand plaisir que je reviens chaque année. J'adore votre congrès et c'est toujours avec un accueil très chaleureux que vous nous recevez. Alors, je vais juste, je ne sais pas où il m'a mis ma communication. Il n'y a pas quelqu'un pour m'aider? Allez-y. Ah, merci. Attendez. Voilà. Donc, Monsieur Dehaba m'a demandé de parler un peu des signes d'alerte d'un AVC. J'ai essayé de faire une question pratique parce que théoriquement, il est vrai, il voulait avoir un point de vue du médecin généraliste, c'est-à-dire comment prendre en charge et comment déceler un peu les signes d'alerte d'un AVC. Donc, comme vous le savez, l'accident vasculaire cérébral est une affection neurologique qui est fréquente. Elle est considérée comme un véritable problème de santé publique. Et aussi, c'est une affection qui est aiguë. C'est pour ça qu'elle est grave. Elle est considérée comme la deuxième cause de décès et deuxième cause de démence et principale cause de dépression lorsque le problème, parce que vous savez très bien que dans notre cerveau, on a un hémisphère mineur et un hémisphère majeur. L'hémisphère dominant, c'est là où il y a toutes les fonctions cognitives. Et quand on fait un déficit, quand on fait une lésion cérébrale gauche, on fait forcément un déficit à droite, et donc on va faire des troubles de l'humeur. Et qui dit trouble de l'humeur, dépression, dit trouble cognitif. Donc c'est pour ça qu'il est très important de déceler ces petits signes d'alerte pour pouvoir proposer une thérapeutique le plus précocement possible. Donc c'est quoi un AVC? La question que l'on se pose, c'est quoi un AVC? Enfin un AVC, on va dire accident vasculaire cérébral. Donc pendant longtemps, il y a eu plusieurs appellations. On a plusieurs définitions, puisqu'elle a été aussi, on parlait d'attaque cérébrale, on a longuement parlé et longtemps parlé d'arrêt brutal de la circulation sanguine, ou bien d'une incapacité d'oxygénation au niveau du cerveau, c'est-à-dire il y a un apport insuffisant au niveau du cerveau avec des morts cérébrales. Donc vous savez très bien que parmi l'ensemble des pathologies vasculaires cérébrales, on a ce qu'on appelle essentiellement les AVC ischémiques, les AVC hémorragiques et les thromboses veineuses. Donc on a le réseau artériel, le réseau veineux, et on peut avoir soit dans le réseau artériel, soit une occlusion d'une artère, ça va donner une ischémie, ou bien l'artère qui va se rompre, et ça donne un AVC hémorragique qui est beaucoup moins fréquent. C'est pour ça que j'ai préféré parler un peu plus des AVC ischémiques que des AVC hémorragiques. Et dans les AVC ischémiques, vous savez très bien que dans les différents types d'AVC, on voit très bien que les AVC ischémiques représentent 80% des AVC, alors que les AVC hémorragiques représentent uniquement 20% des AVC. Donc, qu'est-ce qu'un AVC ischémique? La question que l'on se pose, c'est quoi un AVC ischémique? Parmi les accidents ischémiques, vous avez deux grands types d'AVC. Soit les AVC ischémiques, pardon, je cherche le pointeur. Alors, vous avez les AVC ischémiques constitués et les AVC ischémiques transitoires. Quelle est la différence? Constitué, ça veut dire que le déficit, il est là. C'est-à-dire que l'AVC le patient va garder des séquelles. Il est déficitaire. L'accident ischémique transitoire, c'est un épisode bref de dysfonction au niveau neurologique qui est dû à une ischémie focale dont les symptômes sont réversibles en moins d'une heure. Donc, c'est ce qu'on appelle un AIT. Et bien sûr, il n'y a pas de séquelles plus que l'examen neurologique est strictement normal. Alors, les accidents ischémiques constitués, c'est les accidents où il y a phénomène ischémique, occlusion d'une artère. Donc, qui dit occlusion d'une artère dit déficit moteur, donc retentissement moteur. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la sémiologie dépend du territoire vasculaire et nous avons, et vous savez très bien que on va systématiser les AVC en fonction de la topographie de la lésion et que nous savons
que sur le plan neurovasculaire, il y a ce qu'on appelle les territoires carotidiens qui sont les plus fréquents et les territoires vertébro-basilaires. C'est quoi le territoire carotidien? C'est l'étage antérieur, c'est-à-dire c'est le territoire le plus, c'est ce qu'on retrouve le plus souvent chez nous. Le territoire postérieur, c'est le système vertébro-basilaire et la clinique est différente. On voit très bien qu'ici, dans le territoire carotidien, l'étage antérieur, c'est-à-dire c'est plutôt les carotides qui sont touchés. Par contre, dans le territoire postérieur, c'est le système vertébro-basilaire. La clinique est tout autre. Quand c'est un territoire antérieur, c'est plutôt une hémiplégie ou hémiparésie brachiofaciale. Tout dépend du territoire touché. Si c'est un sylvien superficiel, vous aurez une atteinte plutôt brachiofaciale. Si vous voyez ici, l'hypodensité ici qu'on voit à gauche, c'est l'atteinte qui correspond à une artère sylvienne superficielle. Territoire profond, vous aurez une hémiplégie totale et proportionnelle. D'accord? Vous pouvez avoir dans les territoires carotidiens aussi des AVC ischémiques totales, c'est-à-dire ça englobe et le territoire superficiel et le territoire profond. On peut avoir aussi, regardez, un double AVC au niveau du territoire de la cérébrale antérieure qui va donner un déficit plutôt contraire, plutôt déficit du membre inférieur. D'accord? Donc, ces signes d'alerte, retenez une chose, territoire antérieur, plutôt déficit, qu'il soit partiel, on parle d'hémiparésie, totale, plutôt hémiplégie, et on peut avoir soit une atteinte du territoire de l'artère sylvienne superficielle, c'est un déficit brachiofacial, c'est-à-dire ça intéresse la face et le membre supérieur. Territoire de la cérébrale antérieure, c'est plutôt le membre inférieur. D'accord? Donc, pour le territoire vertébro-basilaire, c'est quoi? Le territoire vertébro-basilaire, donc c'est tout ce qui est sous-tentoriel, c'est-à-dire je peux avoir un AVC du cervelet. Le cervelet est responsable de la coordination, donc j'aurai un trouble de la coordination et de la marche. Je peux avoir un AVC au niveau du tronc. On sait qu'au niveau du tronc cérébral, il y a les centres respiratoires et il y a les nerfs périphériques, c'est-à-dire on aura une atteinte du nerf périphérique et une lésion de l'autre côté. Donc la clinique est tout autre, elle est différente. Elle est beaucoup moins fréquente que le territoire antérieur. Donc la question que l'on se pose, et que quand vous êtes face à un médecin généraliste, vous recevez un patient, c'est comment reconnaître un accident vasculaire cérébral et quels sont les signes d'alerte. Au fait, il existe plusieurs symptômes qui peuvent nous alerter. J'adore cette schématisation puisque le FAST, c'est quoi? Face. A, c'est arm, c'est membre. S, c'est speech, c'est le langage. Et T, c'est time. Donc FAST, c'est quoi? Il faut rechercher une asymétrie faciale. Il faut rechercher un déficit asymétrique du bras ou bien du membre inférieur. Il faut rechercher un trouble du langage. Est-ce que le patient cherche ses mots? Est-ce que le patient comprend ce que je lui dis? Parce qu'il y a deux types de troubles du langage. Il y a l'aphasie motrice où il y a un manque du mot et l'aphasie sensitive où le patient ne comprend pas du tout ce qu'on lui dit. D'accord? Et bien sûr, le timing, c'est très important parce que le cerveau, the time is brain, c'est très important. Il faut agir vite dans le vasculaire. Donc, il faut rechercher un engourdissement au niveau du membre supérieur, les signes. Est-ce qu'il y a un engourdissement? On n'a pas besoin d'un déficit, mais un trouble sensitif au niveau du membre supérieur d'installation brutale doit vous faire évoquer le diagnostic d'un AVC. D'accord? La difficulté à parler, la difficulté d'élocution, d'installation brutale. Je reviens toujours sur le mode d'installation. Lorsqu'il est aigu, il faut évoquer un AVC. D'accord? Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que le tableau clinique classique, c'est l'hémiparésie ou l'hémiplégie, qu'elle soit droite ou gauche, d'installation brutale. Plutôt, dans l'AVC ischémique, quelle est la différence entre l'AVC ischémique et l'AVC hémorragique? Dans l'AVC ischémique, le déficit, il survient au repos, au réveil. Et il n'y a pas de signe, il n'y a pas de céphalée, il n'y a pas de vomissement. Quand il y a des céphalées, il faut revoir le diagnostic. Dans l'AVC hémorragique, l'installation elle est brutale, elle ne survient pas au repos, elle survient à l'effort. Et elle s'accompagne de céphalées, vomissements et de crises d'épilepsie. Vous voyez la différence? Donc, quand vous avez un AVC qui survient au repos, au réveil, et il n'y a pas de céphalée, d'installation brutale, plutôt vous êtes orienté vers une ischémie qu'une hémorragie. Si vous avez maintenant, vous faites un scan et vous avez une ischémie et le patient se plaint de céphalée, à votre avis, il faut penser à quoi? Est-ce que la céphalée est habituelle dans les AVC ischémiques? Est-ce qu'elle est habituelle? Non. Il faut penser au diagnostic de dissection carotidienne. Il faut aller revoir l'interrogatoire et poser la question.
Vous faites quoi comme métier? Est-ce que vous étiez en train de conduire? Est-ce que vous avez fait un effort? Est-ce que vous avez fait une activité physique? Donc, s'il y a des céphalées et vous suspectez un AVC ischémique et le patient se plaint de céphalées, surtout s'il est jeune, pensez à la dissection de la carotide. OK? Donc, pour faire le diagnostic, que faut-il faire? Je pense que l'examen le plus simple, c'est le scan cérébral. Il faut toujours faire un scan cérébral sans produit de contraste, sinon ça va masquer. On peut avoir un rehaussement qui peut simuler une hémorragie. Donc, on fait toujours un scanner dans l'urgence et sans produit de contraste. Bien sûr, c'est un examen qui demeure très simple, il est rapide et disponible et il faut toujours le faire sans produit de contraste. Il nous permet de regarder les lésions ou d'écarter d'autres lésions. Dans un premier temps, qu'est-ce qu'il va faire? Si vous avez, dans les premières minutes, qu'est-ce qu'on peut regarder au scanner? Qu'est-ce qui apparaît très précocement? C'est le sang. Le sang, on le voit rapidement. L'ischémie, elle peut être masquée. On peut ne pas la voir dans l'immédiat. Donc, un scanner dans l'immédiat peut vous écarter d'emblée un AVC hémorragique. S'il est pathologique. Maintenant, si vous trouvez une hyperdensité, vous êtes sûr, vous avez fait un scan dans les minutes qui suivent le déficit et vous trouvez une hyperdensité. Là, c'est clair, c'est un AVC hémorragique. Vous êtes sûr, vous écartez votre AVC ischémique. Mais dans le cas contraire, si le scan maintenant est normal, que faut-il faire? Que faut-il faire? Vous avez un scan qui est tout à fait normal. Est-ce qu'il est tout à fait normal, ce scanner, à votre avis? Je fais, dès les premières heures, le patient arrive avec un déficit, je lui fais un scanner. Regardez cette vallée sylvienne, comment elle apparaît, regardez comment elle est effacée ici. C'est ce qu'on appelle les signes indirects d'un AVC ischémique. Là, le scanner paraît normal, mais sur d'autres coupes, je vois qu'il y a un effacement de la vallée sylvienne, c'est-à-dire que l'ischémie se prépare. D'accord? Donc, quand un scan est normal au début, il faut avoir le réflexe de refaire une imagerie dans les 48 heures. Regardez, c'est le même patient chez lequel nous avons fait un scan au début, qui était tout à fait normal. Il y avait des signes indirects. À 48 heures, regardez cette belle ischémie qui prend un peu la sylvienne superficielle et profonde. Donc, c'est total. Et c'est un territoire antérieur, ce qui est le plus fréquemment rencontré. Donc, si on regarde un peu les signes indirects, quand vous recevez un patient, il faut connaître les signes indirects d'un AVC. Vous avez la perte de différenciation de la substance blanche et grise. Donc, on a l'impression qu'on ne voit pas entre le blanc et la substance blanche et la substance grise. On ne voit pas l'effacement des noyaux lenticulaires, donc un peu effacé ici la vallée sylvienne. Regardez cette hyperdensité. Au fait, ce qui est noir, c'est hypodense. Ce qui est en blanc, c'est hyperdense et ça témoigne généralement du sang. Mais dans ce cas-là, cette hyperdensité de l'artère sylvienne, elle témoigne d'un thrombus qui se prépare. Et c'est les meilleurs candidats pour la thrombolyse. D'accord? Voilà. Donc, vous voyez très bien qu'il y a, quand le scan est normal, vous êtes sûr que c'est un AVC ischémique, mais il faut rechercher les signes indirects et ne pas hésiter à redemander une imagerie dans les 48 heures qui suivent le déficit. Quelle est la place de l'IRM cérébral dans ce cas-là? Est-ce que l'IRM cérébral a un impact important ou pas? Oui, bien sûr. Et quelle séquence serait importante? Il faut ne pas hésiter à demander la séquence de diffusion, puisque vous savez très bien, dans les heures qui suivent l'AVC, on peut retrouver cet hypersignal qui témoigne d'une zone ischémique qui est nécrosée. Et si on arrive à faire une IRM dans l'heure qui suit, on peut thromboliser le patient. Mais malheureusement, nous n'avons pas accès à l'IRM directement, donc on thrombolise avec des scanners. Donc on regarde s'il n'y a pas d'antécédent d'AVC antérieur, il y a 3 mois, les principales contre-indications, et on va rechercher les signes indirects d'un AVC, et on prend le risque, on thrombolise le malade, hein, s'il n'y a pas de contre-indication, bien sûr. D'accord? Donc, à quel moment faut dire que c'est bien un AVC? Il y a 4 critères pour dire que c'est un AVC. C'est l'installation brutale, aiguë. C'est les signes de focalisation, c'est les symptômes. C'est quoi les signes de focalisation? C'est l'installation du déficit et bien sûr la systématisation artérielle cérébrale, c'est très important. Parce que vous pouvez avoir une lésion cérébrale, mais qui ne correspond pas à un territoire artériel, ce n'est pas un AVC ischémique. Ça peut être une thrombose, ça peut être un processus, ça peut être autre chose. Donc il faut qu'il y ait, pour parler d'AVC, il faut qu'il y ait l'installation aiguë, déficit moteur, systématisation artérielle. Soit on est devant un territoire antérieur ou un territoire postérieur. D'accord? Et il faut savoir, bien sûr, reconnaître les stroques mimiques. C'est quoi les stroques mimiques? C'est les diagnostics différentiels. Quand le patient, par exemple, arrive aux urgences avec un déficit,
Il faut avoir le réflexe de, bien sûr, les strokes mimiques, le scan, il est comment à votre avis? Il est normal. Il faut avoir le réflexe d'aller rechercher, demander une glycémie. Une hypoglycémie sévère, une hyperglycémie sévère peut simuler un AVC, un déficit. Donc, un déficit post-critique, quand on a ce qu'on appelle la paralysie de Todd, c'est quoi la paralysie de Todd? C'est un patient qui fait une crise d'épilepsie et il fait un déficit post-critique. C'est ce qu'on appelle juste après la crise, qui garde pendant plus d'1 heure, voire 2 heures. Il peut mimer un AVC. Donc, d'où l'intérêt de l'interrogatoire précis et minutieux. D'accord? Donc, il faut savoir reconnaître ce qui n'est pas un AVC, l'hypoglycémie, l'hyperglycémie, la paralysie de Todd. Donc, c'est un déficit post-critique. Vous avez la migraine compliquée hémiplégique. Bien sûr, c'est des patients qui sont connus migraineux. Donc, à l'interrogatoire déjà, on peut faire ressortir le diagnostic. D'accord? Bien sûr, il y a aussi les conversions à ne pas méconnaître, parce qu'il y a beaucoup de patients qui ont dans la famille quelqu'un qui fait un AVC, qui peut, je pense qu'on a une psychiatre dans la salle, qui peut faire une conversion très simple, mais on a des techniques pour rechercher un peu si le déficit il est réel ou pas. Il y a des manœuvres qu'on fait. On voit que finalement, d'ailleurs, il y a un profil. On ne peut pas rater ce profil-là. Moi, j'ai eu la chance de faire 6 mois de psychiatrie, voire non, 1 année de psychiatrie avant de faire la neurologie. Donc, je me suis bien imprégnée un peu des pathologies psychiatriques. Donc, j'ai préféré vous présenter des cas cliniques un peu pour vous imprégner et partager ces cas cliniques avec vous. Donc, j'ai pris un peu des cas cliniques du territoire antérieur, territoire postérieur. Donc, je vais commencer par le premier cas clinique. C'est une patiente âgée de 45 ans qui n'a aucun antécédent pathologique, donc elle est jeune. Elle présente une hémiplégie gauche d'installation brutale le 22 novembre 2024 à 7h30. Elle a 45 ans, elle fait un déficit aigu le matin et je la reçois quand même plus de 4 heures après son déficit. Déjà, ce n'est pas une candidate à la thrombolyse. Et la TDM, déjà, on voit cette hypodensité, on la devine, qu'on voit ici. Donc l'hypodensité qu'on voit très bien après 48 heures, vous voyez. Nous, il y avait des signes indirects, il y avait un effacement, il y avait une perte de différenciation de la substance blanche et grise. Donc on était certain que la patiente allait faire un AVC ischémique. Et 48 heures après, on voit très bien que c'est un territoire profond de la sylvienne profonde. Le deuxième cas, c'est quoi? Il s'agit donc d'une patiente qui a 72 ans, aux antécédents d'HTA, de cardiopathie, ACFA et de rétrécissement mitral sous Saint-Tran. Donc elle est sous Saint-Tran. Elle arrive aux urgences pour un déficit de l'hémicorps gauche. Déjà, première question, c'est une patiente qui est sous Saint-Tran. Je vais penser à quoi? À une hémorragie, oui, vous avez raison. Donc, le scan du 1er juin 2022 à 15h20, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, c'est une ischémie, finalement, ce n'est pas un AVC hémorragique. Donc, le troisième cas clinique, c'est une patiente de 77 ans qui est suivie pour glaucome sous traitement, qui consulte pour trouble du langage cette fois-ci. Donc, quand on dit trouble du langage, ça veut dire que le déficit, il est plutôt, la lésion, elle est à gauche, c'est l'hémisphère dominant qui est touché. Déjà, moi, c'est ces candidats que je n'aime pas. Pourquoi? Parce que les patients qui font des lésions hémisphériques gauche, ça veut dire que l'hémisphère dominant est touché, c'est des patients qui vont faire des déficits à droite, qui vont faire un trouble du langage. Qui dit trouble de langage dit dépression. Qui dit dépression dit cognition. Donc, ils vont faire des démences vasculaires, voire des démences mixtes. Donc, ces patients-là, il faut les surveiller de très près, il faut les prendre en charge précocement et voir si c'est des candidats à la thrombolyse pour améliorer et le langage et le déficit moteur. Surtout s'il est droitier, il aura l'impossibilité de reprendre ses activités quotidiennes. Donc, vous voyez très bien qu'il fait un déficit à droite le 2 avril, suivi 2 jours après par des troubles de la conscience. C'était déjà, quand on dit trouble de la conscience d'emblée, c'est des signes de mauvais pronostic. C'était un patient qui avait fait déjà un AVC ischémique, regardez, étendu, avec une belle transformation hémorragique. Voilà. On est toujours dans le territoire antérieur. Hein. Donc, voici un autre cas clinique aussi pour vous montrer un peu les différents territoires qu'on peut avoir. C'est une patiente âgée de 69 ans, HTA depuis 8 ans, hémiplégie droite encore. Donc, la lésion, elle est à gauche, elle est au niveau de l'hémisphère dominant. Aphasie, elle arrive à 7h30 au PU. À 10h50, elle fait son aphasie à 7h30. Elle arrive au PU à 10h50. On a le temps de faire une thrombolyse ou pas? Oui, on est dans les 4 heures à peu près. L'hypodensité, malheureusement, était déjà installée. Ce n'était pas une bonne candidate à la thrombolyse et c'était déjà d'emblée un AVC ischémique étendu. Donc, de très mauvais pronostics.
passer, je vais parler du cas clinique 5. Donc, alors celle-là, c'est une patiente qui avait 73 ans, cardiopathe. Elle avait une cardiopathie emboligène connue. Le 2 octobre 2020, elle s'est présentée pour des troubles visuels. Regardez le mode d'installation, c'est quoi? Les autres, c'était des déficits. Donc, le territoire, il était plutôt antérieur. Là, c'est des troubles visuels. Le territoire, il est plutôt postérieur. Donc, déjà, vous êtes orienté. Vous demandez plutôt un scanner centré en sous-tentoriel. Donc, elle fait des troubles visuels et je fais un scanner en 2020 et je vois une hypodensité de la cérébrale postérieure. Donc, ce qui expliquait un peu les troubles visuels d'installation brutale. Mais malheureusement, cette malade n'a pas été prise en compte. Elle n'a pas pris son traitement convenablement puisqu'elle avait une cardiopathie emboligène. Elle revient une année après. Elle fait un déficit à gauche, à droite, pardon, avec une aphasie. Et donc, elle embolise au niveau postérieur et au niveau antérieur, puisque cette fois-ci, c'était une atteinte de la sylvienne, qui était la sylvienne totale, profonde et superficielle. Donc, elle avait déjà un AVC ischémique postérieur, donc les deux territoires, antérieur et postérieur. Généralement, l'étiologie qui est derrière, c'est les cardiopathies emboligènes. Quand on en voit un peu des emboles un peu partout, ça veut dire qu'il y a une cardiopathie emboligène et ces patients-là, il faut les mettre sous anticoagulants le plus tôt possible. Donc, je présente aussi le cas clinique numéro 6. C'est une patiente âgée de 78 ans, diabétique. Elle vient aussi pour une installation brutale d'une faiblesse musculaire. Regardez, du membre inférieur droit. Ça veut dire quoi? On est toujours à l'étage antérieur, mais plutôt au niveau frontal. C'est la cérébrale antérieure, parce que c'est inversé. Et donc, on retrouve, regardez, l'infarctus antérieur qui est là, avec même une extension au niveau de l'artère cérébrale moyenne. Donc, quand c'est l'artère cérébrale antérieure, c'est toujours un déficit du membre inférieur. Quand c'est l'artère cérébrale moyenne, c'est un déficit de l'hémicorps, qu'il soit partiel ou total. Quand c'est des troubles visuels, c'est plutôt postérieur. Encore, qu'est-ce qu'on peut avoir comme trouble postérieur aussi? Alors, très souvent, ne passez pas à côté de ce cas clinique. Pourquoi? Parce que très souvent, on reçoit des patients qui viennent pour vertige d'installation brutale. Ils traînent, ils n'atterrissent pas chez le neurologue. Vertige, il va voir l'ORL. Donc, il fait un gros vertige, et il vous dit, j'ai des troubles de l'équilibre, je n'arrive pas à marcher. D'accord? Et l'installation, elle est brutale, attention. Je vous dis, quand c'est brutal, il faut que ça attire votre attention. Il faut évoquer un accident vasculaire. Eh bien, quand on a des troubles de l'équilibre, des vertiges d'installation brutale, il ne faut pas méconnaître l'atteinte du tronc basilaire, la fossette latérale du bulbe, qu'on voit très bien ici, la fossette latérale du bulbe, ou bien la cérébellose supérieure, qui peut donner des troubles de l'équilibre avec un gros vertige. Ça touche et le jeune et le sujet âgé. Elle est rare, mais elle existe, il faut y penser. C'est-à-dire, même si les troubles de l'équilibre sont absents, même s'il y a un vertige d'installation brutale chez un sujet jeune qui a tous les facteurs de risque vasculaire et c'est aigu, n'hésitez pas à aller demander une imagerie. D'accord? Vous avez d'autres territoires, par exemple, il peut venir avec une diplopie. C'est des patients qui se plaignent d'une diplopie, d'un trouble de l'équilibre, avec des troubles de la déglutition. Vous pensez à quoi? Toujours territoire postérieur, mais plutôt le tronc cérébral, les fonctions respiratoires. Donc, même les troubles de la déglutition d'installation brutale, troubles visuels, troubles de l'équilibre, troubles diplopie vision double, il faut penser au territoire carotidien postérieur. Voilà. En conclusion, donc les AVC, les accidents vasculaires cérébraux, est une pathologie fréquente caractérisée par la survenue brutale d'un déficit neurologique focal. C'est une urgence diagnostique et thérapeutique et je vous remercie.